va poser les cartables dehors d'abord. Venez, viens. Comme ça, ma puce. Et vous pouvez vous asseoir et je vais vous faire rentrer avec vos papas et vos mamans. On va se laver les mains. Une rentrée spéciale pour parents et enfants, mais importante pour maîtresse Magali qui se veut rassurante et optimiste en cette période de crise sanitaire. Du coup, l'année dernière, on s'est un peu quitté sur les chapeaux de roue. Beaucoup d'enfants ne sont pas revenus à l'école. Là, on a autorisé que les parents rentrent pour quand même rassurer les petits. On essaie de tout faire pour rassurer surtout les parents. Malgré le Covid, tout va bien. On va quand même travailler, on va quand même rentrer dans des petits apprentissages tels que la socialisation déjà. Tu peux prendre la brouette pour promener les voitures. Malgré quelques appréhensions, Emmanuel, papa de Neil, dont c'est la première entrée, partage cet avis. C'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, il faut qu'on s'adapte avec pas mal de protocoles. Mais il faut que la vie reprenne son cours. Donc, du coup, les enfants, il faut qu'ils retournent à l'école. Et nous, il était chez une nounou. Donc, effectivement, c'est pour certains parents qui n'ont pas les moyens. Donc, du coup, ça peut être compliqué. Mais ouais, effectivement, la demi-jauge, faut s'adapter. Je veux dire, on fait avec, quoi. Surtout si c'est une période de 2 semaines. Donc, du coup, apparemment, après les 2 semaines, ça reprend le cours normal. Donc, voilà, j'espère que oui, dans 2 semaines... cette demi-jauge n'existera plus. Il faut être clair, au niveau pédagogique, on ne peut pas commencer de nouveaux apprentissages en demi-classe, c'est pas facile. C'est pas évident en plus de les avoir comme ça décalés. Et qu'après on pourra reprendre une classe normale, et même nous éventuellement sans masque aussi. Parce que c'est pas évident, ça met vraiment une barrière avec les enfants. Une rentrée scolaire quasi normale finalement, avec son lot d'émotions. Bonne matinée, à tout à l'heure. Alors Douglas. Allez, bonne journée. Merci de même. Au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. C'est une rentrée 2022 plutôt sereine et différente aujourd'hui à l'école catholique de Djouloulou, avec des rituels religieux et coutumiers simplifiés afin de minimiser le temps des rassemblements. Ce matin, de nouvelles consignes et directives sont données aux enfants et aux parents, notamment sur le port du masque rendu facultatif dans certaines conditions. C'est différent de l'année dernière où c'était carrément le masque de toute l'année, du matin jusqu'au soir, 2 masques, un masque le matin, il fallait changer, l'après-midi un nouveau masque. Enfin, c'était tout un protocole à respecter. On préférait garder finalement l'enfant à la maison que de le mettre à l'école. Là, cette année, c'est un peu plus souple. Oui, alors en fait, le port du masque, il est obligatoire pour les adultes dès lors qu'ils sont à l'intérieur des salles. Par contre, à l'extérieur, il n'est pas obligatoire. Et pour les enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le masque n'est plus obligatoire du tout. Donc, ça sera laissé à l'appréciation des parents de s'ils veulent ou non que leur enfant porte un masque. À Lifou, les écoles de la DEC tentent d'appliquer les protocoles donnés par le gouvernement. Les responsables d'établissements ont également réglementé les visites des enfants au sein des écoles. Nous avons aussi des jauges qui n'existent plus pour ce qui est de la fermeture des classes. Donc, dès lors qu'on a des cas, ces cas-là, ils sont isolés, mais il n'y a pas de fermeture de classe, sauf cas exceptionnel. On a limité, on va dire, les entrées des parents à l'essentiel. Après Djouloulou et Nathalo aujourd'hui, demain c'est au tour des enfants de Hounetin d'effectuer leur rentrée scolaire 2022. C'est ici, dans la zone industrielle de Bako, que se trouvent les ateliers où sont conçus et fabriqués les t-shirts Oleti. Des t-shirts 100% coton avec toutes sortes d'imprimés que les sociétés peuvent à présent commander. Pour y arriver, Laurence, la gérante, a parié sur une main-d'œuvre locale, formée spécialement sur des machines industrielles. Ok, t'es prête, hein, Janine, hein, tu verras, on fait des ourlets un petit peu plus larges sur le t-shirt parce que c'est quand même plus joli. Mais bon, tu sais coudre, hein, ça y est. Bon, voilà, si t'en as 8 comme ça, c'est gagné. Il y a plein de femmes qui cousent très bien. Hein. Elles ont besoin d'une petite formation sur les machines industrielles parce que c'est pas la même chose que la petite machine à coudre. Mais bon, au bout d'une quelques heures de formation, elles sont capables. Hein. C'est l'intérêt d'arrêter, de commander, peu importe, la Chine, la Corée, où on veut. Mais on est capable de le faire en Calédonie, pour le pays, c'est quand même super. Ce que je fais en dernier, c'est ça. Ça a sûrement 1 an, un cache-point ou quelque chose comme ça. Moi, j'appelle ça un enjoliveur parce que c'est juste pour le visuel du dos. Tu vois ? Voilà. Et ça cache la couture dans le dos, en fait. Oui.
Annie, que l'on connaît pour ses créations de robes popinées, travaille à présent ici à mi-temps. Pour elle, c'est l'opportunité de faire autre chose. Je viens quand elle a besoin de moi, c'est avec plaisir qu'on met en forme les t-shirts, qu'on essaye de faire correctement les choses et j'espère que ça va prendre de l'ampleur et que ça va continuer longtemps. Puis ça nous fait du bien aussi de sortir de notre zone de confort. Je me suis dit peut-être ça pourrait être intéressant et je suis venue voir en fait c'était pour travailler sur quelle matière et comme j'ai vu que c'était sur du jersey et je voulais voilà justement apprendre. Une fois cousus, les t-shirts peuvent passer à l'impression avec Stan qui s'occupe aussi du graphisme. Là, on travaille avec une banque de données d'images en ligne. Ça s'appelle Shutterstock. Mis à part ça, après tous les montages, je le fais avec Photoshop. Une centaine de t-shirts sont confectionnés ici toutes les semaines. Des t-shirts, robes ou débardeurs que vous pourrez faire imprimer intégralement selon vos goûts et à toutes les tailles. On a le cœur que j'ai fait en chrome de fer, donc en minerai du sud. Voilà, c'est pour parler de l'exploitation aussi minière, de dire ben voilà, est-ce que ce minerai, là où il n'a pas aussi son rôle dans la nature? Est-ce qu'il ne fait pas partie d'un organe vivant aussi de la planète qu'on aurait extrait, quoi. Donc voilà, il y a ce discours aussi de réflexion sur les ressources. Voici les sculptures tout droit sorties de l'imagination foisonnante de Jean-Marie Ganneval. 25 œuvres présentées à la Galerie L'Eclectique avec pour thématique principale le cœur. Au départ, je voulais parler du cerveau et puis je me suis dit non, on a trop axé sur l'intellect, sur la réflexion, mais on a oublié un peu le cœur. Donc je veux revenir dans mon discours à parler du cœur et de l'intuition et de toutes ces choses-là, quoi. Bois, métal, bronze, pierre et plâtre aident l'artiste à exprimer son imagination et invitent les visiteurs à voyager au cœur de ses œuvres engagées. Donc là, on est parti de la naissance de l'homme et la femme, et là, on arrive sur la terre, Gaïa, que j'ai représentée comme une femme qui nous offre tous ses fruits, qui nous nourrit, quoi. Et voilà, nous on l'affaiblit, on la maltraite, mais elle est toujours dans l'amour et elle nous offre tout ce qui nous permet de vivre. Les visiteurs pourront contempler les œuvres jusqu'au 25 février. Bonjour. Salut. Cassidy, comment vas-tu? Tu es toujours en CP? Allez, tu vas aller chercher ta poche. À mi-temps. C'est parti pour bien travailler chez soi avec ce kit de fourniture. Dès la fin de la première journée d'école lundi, le groupement des parents d'élèves de Mwendou a distribué du matériel aux enfants scolarisés dans l'école Odile Forest. Une trousse, une règle, des marqueurs, deux cahiers. Maintenant, je pourrais travailler tout ça à la maison. Des kits dédiés aux devoirs maison. Effectivement, lors des continuités pédagogiques de l'an dernier, le groupement des parents d'élèves a remarqué que certains enfants n'avaient pas de matériel adéquat à domicile. Parce que l'année dernière, pendant le confinement, il y avait eu la continuité pédagogique. Et nous, on s'est posé la question de dire, c'est vrai, l'école, elle fournit les dossiers, mais est-ce que vraiment toutes les familles, ils ont ce qu'il faut? Est-ce que les enfants, ils ont ce qu'il faut pour travailler à la maison? C'est une façon pour nous d'aider nos enfants à mieux travailler à la maison. C'est une belle action. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter tout ce qu'il faut pour être en place à la maison avec eux. Et c'est génial. C'est génial qu'on puisse être autant accompagné, aidé et soutenu pour les enfants. Aujourd'hui, c'est au tour de la maternelle de recevoir ce même kit de travail. Des fournitures achetées par le groupement des parents d'élèves de Mwendou en partenariat avec l'Union des groupements des parents d'élèves du pays, l'UGP. Qu'est-ce que vous entendez par philosophie? Quelle définition pourriez-vous me donner? De la philosophie, il en fallait à tous pour s'adapter à cette rentrée scolaire mouvementée. Dans cette classe de terminale, 9 élèves manquent à l'appel. Le scénario est le même dans tout le lycée puisque moins de la moitié des élèves ont pu faire leur rentrée. Plusieurs parents d'élèves de Marais et d'Ouvéa, venus installer leurs enfants internes, se sont eux aussi retrouvés bloqués à Lifou. Joé Souolou est le papa d'une élève originaire d'Ouvéa qui devait faire sa rentrée en première. Il était venu en avance pour faire des démarches administratives, mais sa fille n'a pas pu le rejoindre. La dernière fois, c'était au niveau du Covid.
On a été obligé d'utiliser nos propres moyens, venir en bateau, traverser en bateau pour emmener nos enfants à l'école. Et puis aujourd'hui, c'est encore pareil, encore un blocage des avions. Comme je disais tout à l'heure, on est obligé de faire avec parce qu'au niveau des coutumiers, par rapport à leur doléance, d'un autre côté, voilà, on est pénalisé par rapport à la rentrée de nos enfants, nos situations aussi à la maison. Normalement, je dois reprendre le travail demain. Je devais partir aujourd'hui, puis voilà, c'est annulé les avions. Je ne pouvais pas me rendre à mon travail. Comment vous faites le matin pour venir à l'école de la maison pour venir ici? On fait du pouce. Le matin? Le matin, pour arriver ici au lycée. Et le soir pour rentrer? Et le soir pour rentrer. Autre problème de transport, cette fois terrestre. Le contrôle technique des bus scolaires n'a pas pu être assuré par les techniciens de la DI3T. Et le ramassage scolaire a été suspendu par décision de la mairie de Lifou jusqu'à nouvel ordre. 90% de nos élèves sont demi-pensionnaires, donc transportés. Vous connaissez, savez les kilomètres pour certaines tribus, ce n'est pas toujours simple. Le problème du transport aérien touche effectivement toute la population et donc par ricochet touche les écoles maternelles, les écoles primaires et aussi les collèges et également le lycée des îles. La commune de Lifou tiendra une conférence de presse vendredi prochain pour faire le point sur la question du ramassage scolaire. Du côté du conseil coutumier, il n'y a pas d'évolution de la situation pour l'instant, chaque parti restant campé sur sa position. C'est dans son jardin riche en goût, en forme et en couleurs que Dolores a reçu son prix pour l'appel à projet. Incertaine à son inscription puis surprise d'avoir été sélectionnée, elle est fière de pouvoir valoriser ses produits. Je me suis dit, bon, il y a plein de gens qui vont répondre à l'appel à projet, donc ça m'étonnerait que... Et puis je me suis dit, pourquoi pas, et donc j'ai envoyé à la dernière minute le projet, quoi. Et puis je suis contente d'avoir eu le prix, ça pourra m'aider, quoi. Parce que comme c'est quand même une bonification sur ce que je vais vendre de ces plantes-là que je plante, donc du coup... ça pourra m'aider sur l'exploitation, quoi, en fait. Grâce à cet appel à projet, les agriculteurs vont pouvoir bénéficier d'aides financières pendant 1 an et surtout d'une aide matérielle par la mise en place d'une campagne de communication autour de leurs produits, comme ces graines de moringa qu'elle tient dans les mains. On en fait de l'huile ailleurs. On peut les donner aux animaux. C'est bon à manger. Ce qui est bien en termes de nourriture, c'est que c'est les feuilles qu'on peut, soit on peut mélanger à de la salade, enfin on peut en faire de la salade, manger cru, soit on peut manger cuit avec de la viande, du poulet, du poisson, voilà. Soit il y en a qui en font de la tisane aussi, parce que c'est quelque chose qui est très bon pour la santé, c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre miracle, c'est que c'est le seul arbre qui donne tous les oligo-éléments et les minéraux dont le corps a besoin. Outre sa valeur nutritionnelle ajoutée, le moringa apporte des éléments au sol ainsi que de l'ombre pour abriter le jardin, comme le nîmes planté sur la parcelle de René à Nachaum dans le district du Ouetch à Lifou qui lui sert de coupe-vent pour les autres plantations. Ce sont des nîmes qui viennent d'Inde ou Afrique et avec ses racines, il est en train de propager un peu dans un rayon de 10 à 20 mètres tous les aliments du sol. Les champignons, les mycorhizes, ça veut dire que là il est en train d'apporter à manger au lime, au pied de lime, au pied d'avocatier là-bas. René a donné vie à son exploitation agricole de plus de 10 hectares. Sa dernière expérimentation, ce sont ces pousses de riz que l'on trouve rarement chez les agriculteurs. C'est des petits essais de riz là, que je fais avec la décale pour voir un peu si on peut planter le riz ici sur Lifou. Ça fait que là, il y a 3 variétés. Il y a 3 variétés de riz là qu'on est en train de mettre en essai. Puis voir demain si c'est rentable de planter du riz ici sur l'île. Sans irrigation, hein. C'est du riz sec. Hein. Développer l'agriculture et sauvegarder le patrimoine de ces plantes tout en respectant son environnement, voilà l'objectif de ces adeptes. Ces produits délaissés ou méconnus des Calédoniens seront-ils l'avenir de demain en matière d'autosuffisance alimentaire? Chaque année, entre 8 000 et 12 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont vendus au pays.
Cependant, les bornes de recharge ne sont pas présentes partout. On ne compte pas moins de 10 bornes dans la zone du SIVM Sud. Celui-ci a donc élaboré un schéma directeur de développement d'infrastructures de recharge pour ces véhicules. À la fois, on a déjà sur le centre aquatique intercommunal une borne de recharge de véhicules électriques et dans le cadre du schéma, on prévoit de nouvelles implantations dans le centre du village, au parc Souris-Laverne. Donc c'est des implantations à chaque fois qui sont choisies en cohérence à la fois avec le réseau existant et puis la volonté des maires évidemment de développer la commune autour de ces aménités que sont les bornes de recharge. D'autres seront installés ici sur la place publique de la commune de Boulou-Paris. À savoir que le réseau calédonien utilise pour ses besoins de consommation le barrage de Yaté, des usines au charbon et au fioul, mais aussi l'énergie solaire. Et aujourd'hui, sur les communes du SIVM, on sait qu'entre 11h et 15h, on produit près de 35 mégawatts, alors que la distribution, les besoins de consommation de la distribution sur ce même créneau horaire ne sont que de 15 mégawatts. Donc la différence entre 35 et 15, c'est peut-être une énergie qu'on peut proposer aux Calédoniens pour de la mobilité verte et recharger leur voiture à cette occasion de la journée, puisque sur nos communes, on produit aujourd'hui plus d'énergie verte qu'on en consomme. L'installation de ces bornes représente un coût pour les collectivités qui souhaitent s'inscrire dans la transition énergétique. Qu'effectivement, implanter des bornes, compte tenu des coûts de raccordement, des coûts d'infrastructure, a un coût qui ne sera pas absorbable rapidement par des investisseurs privés qui décideraient de les déployer. Donc c'est le choix de la collectivité au sens large, et le ministre l'a rappelé ce matin, il y a une volonté de développer la transition énergétique. La transition énergétique aujourd'hui à court terme, particulièrement en Calédonie, a un coût, et donc les collectivités entre elles doivent décider d'y aller ou pas. Quant aux batteries, il faut savoir qu'elles sont réglementées spécifiquement par le SIVM Sud et Trécodec. Une fois usées, elles sont recyclées sur place ou exportées. Alors toi, c'est un projet? Moi, c'était un projet parce que le chantier en bas, c'est sur une année pour préparer pour l'année prochaine. Victor Mollet est originaire de la tribu de l'Ouéchila. À 25 ans, c'est sa dernière chance de pouvoir effectuer une mission de service civique. Très motivé, il est venu rencontrer la responsable de la médiathèque Lona avec un projet déjà bien en tête. Il souhaite écrire l'histoire du temple de l'Ouéchila qui va célébrer son centenaire. Je pensais qu'on devait préparer un projet pour présenter et ensuite chercher une structure, la structure adéquate, on va dire. Quand je suis arrivé, c'était pas ça. Ils avaient déjà les recruteurs, ils ont chacun leur table et puis on vient... C'est comme une offre d'emploi. Voilà, une offre d'emploi. Puis en fait, ils ne regardent pas les diplômes ici, ils regardent plutôt la motivation des jeunes. Il y a même des jeunes bien motivés. Ça fait plaisir de voir ça. Ah oui, ça encourage aussi. C'est surtout pour eux, pour qu'ils aient un emploi. Comme Victor, ils étaient une centaine de jeunes à participer sur l'IFU à cette matinée de rencontre, espérant être retenus sur l'une des 22 missions, dans des domaines variés comme l'enseignement, l'animation ou la santé. Alors aujourd'hui, on a pris un peu le format de speed dating, mais on a appelé ça un speed meeting. Les jeunes, quand ils arrivent, ils ont 5 minutes pour convaincre les tuteurs et de pouvoir présenter leur parcours, l'intérêt, leur motivation à participer aux missions qui sont proposées. Avec le succès qu'on a pu connaître l'année dernière avec ce dispositif, auprès des structures d'accueil et aussi des tuteurs et de la jeunesse, on constate une forte demande. Comme vous savez, c'est vraiment difficile ici dans les îles avec cette double insularité, mais on fait le nécessaire pour répondre à la demande, quoi. Les candidats retenus seront contactés par les structures d'accueil dans une semaine environ. Les voyages en Australie sont à nouveau possibles et ce dès lundi. Air Calin a prévu son premier vol le jour même de la réouverture des frontières. Pour l'heure, 3 rotations sont prévues par semaine. On pouvait imaginer, c'était une excellente nouvelle pour la compagnie, déjà pour nous, parce que c'est une bouffée d'oxygène, et puis aussi pour les Calédoniens qui vont enfin pouvoir repartir en Australie, qui est quand même la destination préférée. On était prêts parce qu'on a continué à opérer des vols pendant toute la période de crise, et donc c'est aussi pour ça qu'on est prêt et qu'on peut être réactif là, pour pouvoir redémarrer, alors c'est encore modeste, mais pour redémarrer vers l'Australie depuis cette annonce. Et en quelques jours, on a pu mettre en place le programme.
Aucun isolement n'est imposé aux voyageurs qui devront tout de même être vaccinés et réaliser des tests avant et après leur départ. Il faut savoir aussi que c'est surtout les Calédoniens qui vont partir sur ces vols. C'est encore compliqué pour les Australiens de venir ici avec la septaine qui est toujours en place en Nouvelle-Calédonie. Pour l'heure, Aircalin est la seule compagnie à proposer des vols sur cette ligne. Qantas y a renoncé le temps de redémarrer son activité après de vastes plans de restructuration durant la crise. En fait, le problème finalement de ces espaces clos, c'est qu'il faut vraiment travailler sur la qualité de l'air. On sait bien qu'en cette période, il faut climatiser parce que par la force des choses, bien sûr, les bouts ne viennent pas aussi, mais la climatisation par système uniquement, ça ne suffira jamais. Après, ce que je disais, c'est qu'on ouvre le matin et le soir, mais on nous a dit de le faire un petit peu plus. Oui. Comment lutter contre le Covid-19 tout en maintenant son activité? C'est tout l'objet de cette visite. Durant près d'une heure, agents de la DTE et de la DAS ont échangé sur les protocoles sanitaires à mettre en œuvre dans les différentes structures accueillant du public. Des instructions qui ne sont pas toujours évidentes à appliquer. C'est pas évident parce que c'est sûr que le masque dans une salle de sport, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, c'est ça. Mais après, les gens jouent le jeu. Ils nous ont donné quelques conseils sur ce qu'on faisait, sur les produits qu'on utilisait, etc. Mais ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, on a bien respecté ce qu'il fallait faire. Pour l'instant, pas question de sévir. L'heure est à l'observation et aux échanges. On ne va pas dire qu'on va faire que simplement le constat. Bien évidemment, on va faire des préconisations et c'est ce qu'on a fait en disant, voilà, il y a des extracteurs que vous pouvez mettre, assainissez l'air, là-haut, faites de l'aération plus régulière, etc. Et c'est justement cet échange-là qu'on est venu créer avec les chefs d'établissement. Aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'une part de mesurer la qualité de la prévention, pour comprendre pourquoi finalement on est submergé un petit peu par le Omicron, ou en tout cas on est face à cette épidémie, et d'un autre côté de voir quand même quelles sont les difficultés, parce qu'il nous faut bien peut-être qu'il y a aussi possibilité de réduire quelques mesures ou de les adapter. Restaurants, grandes surfaces, salles de sport, au total une vingtaine de structures ont reçu la visite des agents de la DTE et de la DAS. Une grande campagne de communication sera également lancée à destination des entreprises sur les guides de prévention déjà existants. Progressivement sur la détente et je me laisse surprendre par le départ du coup. Si vous faites ce genre de choses-là, tir parfait. Ok. Maîtrise de la respiration, maîtrise de la pression du poids sur la détente. Et bien sûr, le dernier point, c'est la concentration. 11 jeunes de la tribu de Konoe-Shawe de Kwawa ont assisté mardi à une formation sur la sécurité à la chasse. Une formation dispensée par la Fédération de la faune et de la chasse en Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels. Réguler la présence d'espèces exotiques et envahissantes, telles que les cerfs ou encore les cochons, c'est le but de cette formation. Cette action de régulation, elle se déroule dans le cadre du thème 4, espèces envahissantes, du projet régional Protège. Un projet qui vise à promouvoir un développement économique durable et résilient face au changement climatique au sein des pays et territoires d'outre-mer. Pour réguler ces espèces ici en Nouvelle-Calédonie, 3 zones d'intervention ont été privilégiées. Le massif du Panier, qui s'étend sur 43 000 hectares, le massif montagneux de Tio et la Newa Meadeo. La commune fait partie des 3 zones prioritaires et ici nous sommes dans la zone prioritaire Newa Meadeo. Actuellement il a été prévu cette formation à la sécurité dispensée par la Fédération de la faune et de la chasse en Nouvelle-Calédonie sur les 2 zones prioritaires, c'est-à-dire la zone du massif de Tio et la zone Newa Meadeo. Jean-Noël est un chasseur mais pas du tout professionnel. Cette formation lui a beaucoup apporté. Y participer pour réguler la présence d'espèces envahissantes est un honneur pour lui, car ce projet correspond à celui qu'il imaginait. C'est un projet qu'on avait voulu faire ici dans la tribu. C'est pour nos rivières, l'environnement aussi à la tribu, nos captages d'eau. C'est pour ça que ici à la maison, moi j'ai encouragé un peu tous les petits frères, toute la famille, de se lancer dans ce projet. C'est pour nos enfants plus tard aussi. Après la formation, une assurance chasse participative a été délivrée à ces jeunes.
La prochaine formation aura lieu la semaine prochaine sur la commune de Wailou.